Mes parents m'ont brutalement mise à la porte le jour de mes 18 ans. 10 ans plus tard, alors que j'avais enfin construit ma propre vie, ils m'ont rappelé avec une annonce incroyable: nous avons vendu la maison, on emménage chez toi. Quand j'ai refusé, ma mère a simplement ricané en disant qu'ils débarqueraient quand même. Le lendemain, ils étaient bien là, devant ma porte, avec leurs valises. Mais la personne qui leur a ouvert n'était pas celle qu'ils attendaient, et leur visage s'est décomposé. Avant de vous raconter toute cette histoire folle, de la manipulation au harcèlement jusqu'à la confrontation finale, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous suivez cette histoire, et quelle heure il est chez vous en ce moment. J'adore lire vos messages et voir jusqu'où mes récits voyagent. Allez, maintenant que vous êtes installés, je vous emmène 10 ans en arrière. Tout a commencé le jour de mon 18e anniversaire. Il n'y a pas eu de gâteau, pas de cadeau. Juste 2 valises posées près de la porte d'entrée. Mon père, Bernard, un homme dont la stature imposante avait toujours rempli la maison d'une tension silencieuse, se tenait les bras croisés. Son visage était fermé, impénétrable. Ma mère, Monique, se tenait légèrement en retrait, une expression étrange sur le visage, un mélange de pitié feinte et de satisfaction cruelle. « Chloé, tu es majeure maintenant », a commencé mon père d'une voix sans appel. « Il est temps que tu apprennes ce qu'est la vraie vie. Le monde ne te fera pas de cadeau. » Je me souviens avoir cherché le regard de ma mère, espérant un signe, un mot de réconfort. Mais ses yeux m'ont simplement balayé, comme si j'étais déjà une étrangère. « Ton père a raison, ma chérie », a-t-elle dit d'un ton faussement doux. « C'est pour ton bien. C'est une leçon de vie. Une leçon de vie. » Ils appelaient ça une leçon de vie. J'étais en dernière année de lycée, à quelques mois du bac. Je n'avais pas d'économie, pas de permis de conduire, pas d'endroit où aller. Mon monde s'est effondré en l'espace de quelques secondes. Mon père a ouvert la porte et a jeté mes valises sur le trottoir. Le bruit sourd du plastique heurtant le béton résonne encore dans ma mémoire. C'était le son de ma vie qui se brisait. « Tu ne peux pas faire ça », ai-je balbutié, les larmes brouillant ma vue. « Je l'ai fait », a-t-il répondu. Et il a refermé la porte. Cette nuit-là, je l'ai passée dans un foyer pour jeunes. L'odeur de désinfectant et de tristesse imprégnait les murs. J'étais terrifiée. Les jours suivants ont été un brouillard de confusion et de survie. J'ai trouvé un petit travail de serveuse dans un café, les pourboires me permettaient de manger. Je dormais chez des amis, passant d'un canapé à l'autre, me sentant toujours comme un fardeau. J'ai réussi à passer mon bac, je ne sais toujours pas comment. Pendant que je luttais pour chaque centime, pour chaque repas, je savais qu'ils continuaient leur vie confortable dans notre pavillon de la banlieue de Lyon. Ils n'ont jamais appelé. Pas une seule fois. J'ai essayé, au début. Les quelques fois où ma mère a décroché, sa voix était pleine de reproches. « Tu te plains encore ? Tu devrais apprendre à mieux gérer ton argent. » Elle disait cela alors que je savais qu'elle venait de s'acheter un nouveau sac à main de luxe. Alors j'ai arrêté d'appeler. J'ai compris que pour eux, je n'existais plus. Cette prise de conscience a été une seconde déchirure, peut-être encore plus douloureuse que la première. Mais elle m'a donné une force que je ne me connaissais pas. Une rage de vivre, de leur prouver qu'ils avaient tort. Les années ont passé. J'ai cumulé les emplois, j'ai suivi des cours du soir, j'ai gravi les échelons petit à petit. Chaque euro économisé était une victoire. Chaque petite réussite était une revanche silencieuse. J'ai fini par obtenir un bon poste dans une petite entreprise, un travail que j'aimais. Et le plus beau jour de ma vie d'adulte a été celui où j'ai signé le bail de mon propre appartement dans le quartier de la Croix-Rousse. Un petit 2 pièces, rien d'extraordinaire, mais c'était mon sanctuaire. Mon havre de paix, construit à la sueur de mon front. J'avais une vie simple, tranquille. J'avais des amis, un chat adorable nommé Milo. J'avais trouvé un équilibre. J'avais guéri, ou du moins, je le croyais. Pendant 10 ans, leur silence a été ma plus grande bénédiction. Mais un mardi soir, alors que je lisais sur mon canapé avec Milo ronronnant à côté de moi, mon téléphone a vibré. Un numéro inconnu, mais que mon cœur a reconnu instantanément. Avec une appréhension terrible, j'ai décroché. Et cette simple action a déclenché une avalanche qui allait menacer de détruire tout ce que j'avais si durement construit.
Allô, ai-je dit, ma voix à peine plus qu'un murmure. Un silence, puis, Chloé? C'est maman. Sa voix. Cette voix mielleuse que je n'avais pas entendue depuis des années, mais qui a immédiatement fait ressurgir une vague de souvenirs amers. J'ai senti une boule se former dans ma gorge. Milo a dû sentir ma tension, car il a levé la tête et m'a regardé avec ses grands yeux verts. Qu'est-ce que tu veux? Ai-je demandé, plus sèchement que je ne l'aurais voulu. Oh, ne sois pas comme ça, ma chérie, a-t-elle roucoulé. Je voulais juste prendre de tes nouvelles. Ça fait si longtemps. Ton père et moi, on pense souvent à toi, tu sais. Un mensonge. Un mensonge si énorme que j'ai failli en rire. S'il pensait à moi, ce n'était sûrement pas avec affection. J'ai gardé le silence, refusant de jouer son jeu. Mon silence a dû la déstabiliser, car elle a rapidement changé de ton, abandonnant la fausse nostalgie pour une efficacité redoutable. Bon, je vais être directe, a-t-elle poursuivi. Il y a eu quelques changements de notre côté. Ton père a eu des problèmes au travail, et nous avons dû vendre la maison d'Annecy. La maison d'Annecy. Ils avaient déménagé là-bas quelques années après m'avoir mise à la porte, pour une retraite anticipée, disait-il à la famille. Je sentais que quelque chose n'allait pas. Ils n'auraient jamais vendu cette maison, leur symbole de statut social, à moins d'y être absolument contraints. Je suis désolée de l'apprendre, ai-je menti. En réalité, je ne ressentais rien. Absolument rien. Oui, eh bien. Elle a hésité, et c'est là que la bombe est tombée. Le fait est que nous n'avons nulle part où aller pour le moment. Alors, on a pensé, on va venir s'installer chez toi. Juste pour quelques mois, le temps de se remettre sur pied. J'ai cru que j'avais mal entendu. Les mots flottaient dans l'air, absurdes, insensés. S'installer chez moi? Dans mon appartement, mon sanctuaire? La colère a commencé à monter, une lave en fusion dans mes veines. Non, ai-je dit, ma voix tremblante mais ferme. C'est hors de question. Il y a eu un petit rire condescendant à l'autre bout du fil. Le même rire que j'avais entendu si souvent dans mon enfance quand je faisais une bêtise. Allons, Chloé, ne sois pas ridicule. Tu as un appartement avec une chambre d'amis, non? Tu ne vas pas laisser tes propres parents à la rue. Ce ne serait pas très chrétien. Ils osaient parler de morale. Vous n'avez eu aucun scrupule à me laisser à la rue le jour de mes 18 ans, ai-je rétorqué, ma voix gagnant en assurance. La réponse est non. Vous ne mettrez pas un pied chez moi. Oh, Chloé, Chloé. A-t-elle soupiré, comme si elle parlait à une enfant capricieuse. Tu as toujours été si têtue. Écoute, ce n'était pas une question. C'était une information. Nous avons déjà pris nos billets de train. Nous serons à Lyon demain en fin d'après-midi. J'étais sidérée. L'audace. L'arrogance. Ils ne demandaient pas, ils exigeaient. Ils s'imposaient, comme si j'avais une dette envers eux. Une dette pourquoi? Pour m'avoir abandonnée? Ne venez pas, ai-je prévenu, la voix glaciale. Je ne vous ouvrirai pas la porte. On verra bien, a-t-elle dit, et dans sa voix, j'ai entendu un défi. Après tout, nous sommes ta famille. Et elle a raccroché. Je suis restée assise dans le silence, le téléphone serré dans ma main. Le calme de mon appartement semblait soudain menacé, violé. J'ai regardé autour de moi, les livres, les plantes, les photos de mes amis, chaque objet représentait un combat, une petite victoire. Et il voulait débarquer ici et tout piétiner. La panique a commencé à s'emparer de moi. Que faire? Appeler la police? Il dirait que c'est une affaire de famille. Changer les serrures? J'y ai pensé. Mais je savais qu'ils étaient capables de faire un scandale sur mon palier, d'ameuter les voisins. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai fait les 100 pas, le cerveau en ébullition. J'étais partagée entre la peur de l'enfant qu'ils avaient maltraité et la fureur de la femme que j'étais devenue. Et puis, au milieu de la nuit, une idée a germé. Une idée folle, audacieuse. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé un numéro que je n'avais pas appelé depuis très longtemps. Ils avaient dit qu'ils seraient là le lendemain. Et ils n'ont pas menti. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que quelqu'un d'autre les attendait aussi. Le lendemain,
chaque minute semblait durer 1 heure. Au travail, j'étais incapable de me concentrer. Je sursautais à chaque fois que mon téléphone vibrait. J'ai quitté le bureau plus tôt, le cœur battant la chamade. En rentrant chez moi, l'angoisse était palpable. Mon appartement, mon refuge, allait bientôt devenir un champ de bataille. Vers 17 heures, la sonnette a retenti. Le son a traversé le silence de l'appartement comme un coup de pistolet. J'ai sursauté, manquant de renverser mon verre d'eau. Milo, qui dormait sur le canapé, s'est redressé d'un bond, le poil hérissé. J'ai marché jusqu'à la porte sur la pointe des pieds, le souffle court. J'ai regardé par le Judas, m'attendant à voir leur visage. Mais la personne sur mon palier n'était pas celle que j'attendais. C'était une femme d'une 60aine d'années, les cheveux poivre et celles coupées court, un regard franc et direct. Ma tante Sylvie. La sœur cadette de ma mère. J'ai ouvert la porte, stupéfaite. Tante Sylvie? Mais, comment? Elle m'a prise dans ses bras sans un mot. C'était une étreinte forte, rassurante. Ta cousine m'a appelé, a-t-elle expliqué en entrant. Elle a entendu ta mère se vanter au téléphone qu'ils allaient récupérer leur dû en venant s'installer chez toi. J'ai pris le premier train. Je ne vais pas laisser ces deux-là te faire du mal à nouveau. Les larmes me sont montées aux yeux. Tante Sylvie et moi avions toujours eu un lien spécial, mais elle avait coupé les ponts avec sa sœur des années auparavant, fatiguée de sa méchanceté et de sa superficialité. Elle vivait à Grenoble et nous nous voyions rarement, mais savoir qu'elle était là, pour moi, a allumé une petite lueur d'espoir dans mes ténèbres. À peine avait-elle posé son sac qu'on a de nouveau sonné à la porte. Cette fois, pas de doute. J'ai regardé Sylvie, le cœur au bord des lèvres. Elle m'a fait un signe de tête encourageant. On y va ensemble. J'ai ouvert la porte. Ils étaient là. Bernard et Monique. Ils avaient l'air fatigués par le voyage, mais leur visage arborait une expression de triomphe arrogant. Mon père tenait 2 grosses valises, ma mère un sac de voyage de marque, probablement une contrefaçon. Ah, te voilà enfin, a lancé ma mère, essayant de me faire la bise. Je me suis reculée. Son sourire s'est figé quand elle a vu Sylvie derrière moi. Le visage de mon père s'est assombri. Sylvie, a-t-il grogné. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue m'assurer que vous ne terrorisiez pas ma nièce, Bernard, a répondu ma tante d'une voix calme mais tranchante comme l'acier. Vous n'avez donc aucune honte? Ma mère a retrouvé sa contenance, son visage se tordant dans une expression d'indignation outragée. De quoi tu te mêles? C'est une affaire de famille. Chloé est notre fille, il est normal qu'elle nous aide. Vous avez perdu le droit de l'appeler votre fille le jour où vous l'avez jetée à la rue avec ses affaires dans un sac poubelle, a rétorqué Sylvie, sa voix montant d'un cran. La confrontation a eu lieu là, sur mon palier. Les masques sont tombés. Mon père, habituellement si autoritaire, semblait mal à l'aise, décontenancé par la présence inattendue de ma tante. Ma mère, en revanche, est passée à l'attaque. Tu as monté la tête à ta tante contre nous, c'est ça, m'a-t-elle accusé, le doigt pointé vers moi. Petite ingrate. Après tout ce qu'on a fait pour toi. Tout ce que vous avez fait pour moi, ai-je finalement réussi à dire, ma propre colère prenant le dessus sur la peur. Vous m'avez abandonnée. Pendant 10 ans, vous ne vous êtes pas soucié de savoir si j'étais vivante ou morte. Et maintenant que vous êtes ruinée, vous débarquez comme si de rien n'était? Ne nous parle pas sur ce ton, a hurlé mon père. Un voisin a ouvert sa porte, intrigué par le bruit. Ma mère lui a lancé un regard noir et il s'est empressé de la refermer. La honte publique était leur point faible. Écoutez-moi bien tous les deux, a dit Sylvie, reprenant le contrôle. Vous n'entrerez pas dans cet appartement. Chloé n'est pas votre plan de retraite. Vous allez faire demi-tour et la laisser tranquille. Si vous insistez, j'appelle la police pour tentative d'effraction. Mon père a blêmi. L'idée d'une humiliation publique devant les forces de l'ordre était trop pour lui. Il a attrapé le bras de ma mère. Laisse tomber, Monique. On s'en va. Mais avant de partir, ma mère s'est tournée vers moi. Son visage était déformé par la haine pure. D'une voix sifflante, elle a murmuré, « Tu le regretteras, Chloé. Toutes les deux, vous le regretterez. » Puis ils sont partis,
traînant leurs valises derrière eux. Je suis restée là, tremblante, soutenue par ma tante. J'avais gagné, pour l'instant. Mais sa menace résonnait dans ma tête. C'est à ce moment-là que j'ai compris que ce n'était que le début. Et je vous pose la question, si vous étiez à ma place, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous cédé pour éviter les ennuis, ou vous seriez-vous battu comme moi? Dites-le-moi dans les commentaires, votre avis m'intéresse vraiment. Je pensais avoir remporté une bataille grâce à ma tante. En réalité, je venais de leur donner une raison de déclencher une guerre totale. La visite de ma tante Sylvie a été une bouffée d'air frais dans la tempête qui s'annonçait. Elle est restée quelques jours, le temps que je reprenne mes esprits. Sa présence était un bouclier. Nous avons parlé pendant des heures, rattrapant le temps perdu. Elle m'a confirmé ce que je soupçonnais, mes parents avaient vécu bien au-dessus de leurs moyens pendant des années, accumulant les dettes pour maintenir les apparences. La vente de la maison n'avait servi qu'à rembourser une partie de leurs créanciers. Ils étaient réellement aux abois. Mais quand Sylvie est repartie pour Grenoble, le silence dans mon appartement est redevenu lourd de menaces. Je savais qu'ils n'allaient pas abandonner si facilement. Et j'avais raison. Leur vengeance n'a pas été directe. Elle a été insidieuse, sournoise. Ils ont commencé à tisser une toile de mensonges autour de moi. La première attaque est venue de ma propre famille. Mon téléphone s'est mis à sonner. Des oncles, des tantes, des cousins que je n'avais pas vus depuis des années. Le discours était toujours le même. Chloé, comment peux-tu faire ça à tes parents? Tu es devenue sans cœur. Ils t'ont tout donné, et tu les laisses dormir dans un motel miteux? J'ai essayé de me défendre, d'expliquer la vérité. En vain. Ma mère avait fait son travail de sape. Elle les avait appelés un par un, en larmes, leur racontant une version entièrement fabriquée de l'histoire. Une histoire où j'étais la méchante, la fille riche et égoïste qui avait renié ses pauvres parents dans le besoin. La vérité, c'est que la famille préfère souvent croire une histoire simple et dramatique plutôt qu'une réalité complexe et douloureuse. J'ai fini par arrêter de répondre. Chaque appel était un coup de poignard. Mais la véritable escalade, celle qui m'a glacé le sang, a eu lieu au travail. Un matin, ma patronne, Madame Dubois, m'a convoquée dans son bureau. C'est une femme juste et droite, mais quand j'ai vu son expression grave, mon estomac s'est noué. Je me suis dit, ça y est. Ils ont réussi. Je vais perdre mon travail. Elle m'a fait signe de m'asseoir. Chloé, je dois vous parler de quelque chose de délicat. J'ai reçu un appel hier soir. C'était votre mère. J'ai senti le sang quitter mon visage. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Ai-je demandé d'une voix blanche. Madame Dubois a soupiré. Elle m'a raconté une histoire très troublante. Que vous étiez instable, que vous aviez des problèmes psychologiques. Elle a insinué que je ne devrais pas vous faire confiance avec des responsabilités. Elle a même dit que vous pourriez être un danger pour l'entreprise. J'étais anéantie. Toucher à ma vie privée était une chose. Tenter de détruire ma carrière, la seule chose que j'avais construite de mes propres mains, c'était d'une cruauté sans nom. Les larmes de rage et d'humiliation me sont montées aux yeux. Ce n'est pas vrai, ai-je sangloté. C'est un tissu de mensonges. Ils essaient de me détruire parce que j'ai refusé de les héberger. Madame Dubois m'a tendu une boîte de mouchoirs. Son regard n'était pas accusateur. Il était plein de compassion. Je sais, Chloé, a-t-elle dit doucement. Je vous connais. Je sais la qualité de votre travail et votre intégrité. Je ne crois pas un mot de ce que cette femme m'a dit. Je voulais simplement vous prévenir. Vos parents sont en train de mener une campagne de harcèlement contre vous. Elle s'est penchée en avant. J'ai moi-même eu une relation très compliquée avec ma propre famille. Je sais ce que c'est que la manipulation. Vous ne devez pas rester seul face à ça. Elle a ouvert un tiroir et en a sorti une carte de visite. C'est un avocat spécialisé dans le droit de la famille. Il n'est pas cher, il travaille parfois pro bono pour des cas qui le touchent. Allez le voir. Racontez-lui tout. La loi peut vous protéger. Je suis sortie de son bureau ce jour-là avec un sentiment étrange. J'étais secouée, blessée, mais aussi incroyablement reconnaissante. Dans ce monde où ma propre famille essayait de me faire sombrer, une quasi-inconnue me tendait la main.
C'était la preuve que la vraie famille n'est pas toujours celle du sang. Avec le nom de cet avocat en main, j'ai cru pouvoir enfin organiser ma défense. Je me sentais un peu plus forte, un peu moins seule. Mais je n'avais pas encore compris à quel point ils étaient prêts à descendre bas. Leur prochaine attaque n'allait pas viser ma carrière ou ma réputation. Elle allait viser la seule chose pure et innocente qui me restait dans la vie. Après la conversation avec Madame Dubois, j'ai pris rendez-vous avec l'avocat. Le simple fait d'avoir une démarche concrète à suivre m'a redonné un peu de courage. Mais la peur restait tapie dans un coin de mon esprit, une ombre constante. Je suis devenue méfiante, sursautant au moindre bruit dans le couloir de mon immeuble. Un soir, en rentrant du travail, j'ai eu un mauvais pressentiment. C'était diffus, une sorte de sixième sens. J'ai inséré ma clé dans la serrure, et mon cœur a manqué un battement. La porte n'était pas verrouillée. Je l'avais pourtant fermée à double tour le matin même, j'en étais certaine. La panique m'a saisie. J'ai poussé la porte doucement. Milo, ai-je appelé, la voix tremblante. Le silence. Un silence anormal. D'habitude, mon petit chat m'accueillait en miaulant dès qu'il entendait mes clés. J'ai fait un pas à l'intérieur. L'appartement semblait intact. Pas de désordre, rien de volé. Mais l'atmosphère était lourde, viciée. Comme si une présence malveillante avait souillé mon sanctuaire. Milo, ai-je appelé plus fort, mon angoisse montant en flèche. J'ai cherché partout. Dans le salon, sous le lit, dans les placards. Rien. Il avait disparu. Mon esprit a commencé à imaginer le pire. Et puis, je l'ai vu. Posé bien en évidence sur la table basse du salon. Une feuille de papier blanc, pliée en deux. Ce n'était pas mon papier. Les mains tremblantes, je l'ai déplié. Il n'y avait que quelques mots, écrits en lettres capitales et maladroites. Un si joli chat. Ce serait dommage qu'il se perde dehors. Le souffle s'est coupé dans ma poitrine. Ce n'était pas un cambriolage. C'était un message. Un avertissement. Ils étaient entrés chez moi. Ils avaient violé mon intimité, mon refuge. Et ils avaient pris Milo. Ils s'en étaient pris à la seule créature innocente dans cette histoire, à mon seul compagnon des longues soirées solitaires. Une rage froide et pure m'a envahi, chassant la peur. J'ai attrapé mon téléphone pour appeler la police, mais à ce moment-là, j'ai entendu un miaulement faible, presque imperceptible. Il venait de l'extérieur. J'ai couru sur mon petit balcon. J'ai regardé en bas, dans la petite cour intérieure de l'immeuble. Et je l'ai vu. Accroupi sous un buisson, tremblant de tous ses membres. Il ne l'avait pas enlevé. Il l'avait juste jeté dehors, dans un environnement inconnu et terrifiant pour un chat d'appartement. J'ai dévalé les escaliers 4 à 4. Quand je l'ai enfin pris dans mes bras, il s'est blotti contre moi, son petit corps secoué de spasmes. Il était indemne, mais terrifié. En le remontant chez moi, j'ai éclaté en sanglots. Des larmes de soulagement, de colère, de dégoût. Ils n'avaient plus aucune limite. Ils étaient passés de la manipulation psychologique à l'intimidation physique et à la cruauté envers un animal. C'était l'acte de trop. Celui qui a transformé ma tristesse et ma peur en une détermination de fer. Ce soir-là, je n'ai pas seulement changé mes serrures. J'ai commandé en ligne un système de caméras de sécurité. 2 pour l'intérieur, 1 pour le palier. Je n'étais plus la petite fille effrayée qu'ils avaient mise à la porte. J'étais une femme qui protégeait son foyer. Et j'allais me battre. J'ai serré Milo contre moi toute la nuit. Son ronronnement était la seule chose qui calmait les battements furieux de mon cœur. Je savais qu'ils recommenceraient. Ils étaient comme des prédateurs qui ont senti le goût du sang. Mais cette fois, je serais prête. J'ai installé les caméras le week-end suivant. La petite lumière rouge de l'enregistrement était devenue ma sentinelle, mon œil vigilant. Je ne me doutais pas à quel point cette décision allait devenir cruciale, ni à quel point la scène que ces caméras allaient bientôt capturer dépasserait tout ce que j'aurais pu imaginer. Les 2 semaines qui ont suivi l'incident avec Milo ont été une épreuve pour mes nerfs. Je vivais dans un état d'alerte permanent. Chaque notification sur mon téléphone me faisait sursauter. Je consultais les flux de mes caméras de sécurité de manière compulsive depuis mon bureau. La plupart du temps,
il n'y avait rien à voir, juste mon appartement vide et silencieux, avec Milo dormant paisiblement sur un rayon de soleil. J'ai eu mon premier rendez-vous avec Maître Valois, l'avocat recommandé par Madame Dubois. C'était un homme calme et posé qui m'a écouté attentivement, sans jamais me juger. J'ai tout déballé, l'expulsion, le harcèlement téléphonique, les mensonges à la famille et à mon employeur, et bien sûr, l'effraction et la menace concernant mon chat. Il a pris des notes, le visage grave. Ce que vos parents font s'appelle du harcèlement, mademoiselle, m'a-t-il dit. Et l'épisode avec votre chat pourrait même être qualifié de cruauté envers un animal. Le problème, c'est la preuve. Pour l'instant, c'est votre parole contre la leur. Cette phrase a renforcé ma conviction que l'installation des caméras avait été la meilleure décision de ma vie. Et puis, un jeudi après-midi, alors que j'étais en pleine réunion, mon téléphone a vibré dans ma poche. Une notification de l'application de sécurité, mouvement détecté, porte d'entrée. Mon cœur s'est arrêté. J'ai essayé de rester calme, de continuer à écouter mes collègues, mais mes mains sont devenues moites. J'ai discrètement sorti mon téléphone sous la table. J'ai ouvert l'application, le souffle coupé. Et je les ai vus. En direct. Sur mon palier. Mes parents. Mais ils n'étaient pas seuls. Un homme se tenait avec eux, une grosse boîte à outils à la main. Un serrurier. Ma mère lui parlait avec de grands gestes, le visage déformé par une fausse tristesse. Mon père se tenait derrière, les bras croisés, l'air impatient et autoritaire. J'ai compris leur plan avec une clarté effroyable, ils allaient faire changer la serrure, prétendant qu'ils étaient les propriétaires qui avaient perdu leurs clés. La rage a submergé la peur. Pas cette fois. Cette fois, je les aurais. Je me suis excusée et j'ai quitté la salle de réunion en tremblant. J'ai couru dans les toilettes et j'ai fait deux choses simultanément. D'une main, j'ai composé le 17, le numéro de la police. D'une voix basse mais urgente, j'ai expliqué la situation, il y a une tentative d'effraction en cours à mon domicile. Les intrus essaient de forcer la serrure. J'ai des images en direct. J'ai donné mon adresse, mon nom. L'opérateur m'a assuré qu'une patrouille était en route. De l'autre main, j'ai activé la fonction haut-parleur de ma caméra de palier. Ceci est une propriété privée. Partez immédiatement ou la police sera appelée. Ma voix, métallique et déformée par le petit haut-parleur, a retenti dans le couloir. Sur mon écran, j'ai vu le serrurier sursauter et faire un bond en arrière. Ma mère s'est tournée vers la caméra, l'air furieux, puis a fait un geste rassurant au serrurier. Ne l'écoutez pas, c'est notre fille, elle a des problèmes. C'est notre maison. Mon père s'est approché de l'homme. Faites votre travail. On vous paie pour ça, a-t-il aboyé. Le serrurier hésitait, visiblement mal à l'aise. C'est à ce moment précis que deux policiers sont sortis de l'ascenseur au bout du couloir. La scène qui a suivi était surréaliste. Le serrurier a levé les mains en l'air comme un criminel. Je vous jure, ils m'ont dit qu'ils étaient les propriétaires. Les policiers se sont approchés de mes parents. J'ai vu mon père essayer de les embobiner avec son air d'homme respectable, ma mère commençait à pleurer sur commande. Mais les policiers étaient restés de marbre. L'un d'eux parlait dans sa radio, confirmant probablement mon appel. Puis, j'ai vu l'incroyable. J'ai vu les policiers sortir les menottes. Ma mère s'est mise à hurler. Des cris stridents, théâtraux. Vous ne pouvez pas faire ça. Nous sommes ses parents. Nous avons des droits. Le policier lui a passé les menottes avec un calme olympien. Vos droits s'arrêtent là où la loi commence, madame. Et vous êtes en train de la violer. Je regardais la scène sur mon téléphone, depuis les toilettes de mon bureau. Mes parents, menottés, emmenés par la police, sur le palier de mon propre appartement. Je n'ai ressenti aucune joie. Aucune satisfaction. Juste un vide immense et une tristesse infinie. C'était le naufrage final de ceux qui avaient un jour été ma famille. Ils ont été emmenés au poste de police. J'ai dû quitter le travail pour aller faire ma déposition, apporter les enregistrements vidéo. Ils ont été relâchés quelques heures plus tard avec un rappel à la loi sévère et l'obligation de ne plus m'approcher. Cette humiliation publique, je le savais, ne ferait qu'attiser leur haine.
Leur vengeance allait prendre une forme encore plus vicieuse, une forme que même moi, je n'aurais jamais pu anticiper. Avant de continuer, je veux juste vous dire, si vous vivez une situation de harcèlement familial, ne restez pas seul. Parlez-en. Cherchez de l'aide. Parce que ce qui va suivre m'a presque brisé. La violence n'est pas toujours physique. Les mots, les mensonges, peuvent être des armes tout aussi destructrices. Après l'épisode des menottes, il y a eu une période de calme étrange. Un silence de mort. Pas d'appel, pas de message. J'ai commencé à espérer, stupidement, qu'ils avaient enfin compris. Qu'ils avaient eu peur. J'ai renforcé la sécurité de mon appartement, mais j'ai commencé à respirer un peu plus librement. Quelle erreur! Ce n'était que le calme avant la tempête. Ils n'avaient pas abandonné. Ils avaient juste changé de stratégie. Puisqu'ils ne pouvaient plus m'atteindre physiquement, ils ont décidé de m'attaquer psychologiquement, de la manière la plus perverse qui soit. Un après-midi, alors que je rentrais chez moi, j'ai vu un véhicule banalisé garé devant mon immeuble. 2 personnes en sont sorties, un homme et une femme, avec des porte-documents. Ils semblaient chercher une adresse. Quand ils ont vu mon numéro d'immeuble, ils se sont dirigés vers l'entrée en même temps que moi. Mademoiselle Chloé Martin, a demandé la femme, d'un ton professionnel mais doux. Oui, c'est moi. Nous sommes des services sociaux de la ville de Lyon. Nous avons reçu un signalement vous concernant. Pouvons-nous vous parler quelques minutes? Le sol s'est dérobé sous mes pieds. Les services sociaux? Pourquoi? Je n'ai pas d'enfant. Ma vie était parfaitement en ordre. J'ai immédiatement compris. C'était eux. C'était leur nouvelle arme. Je les ai fait entrer, le cœur battant à tout rompre, la honte me montant au visage. Mon appartement, mon sanctuaire, était une fois de plus envahi, cette fois par des représentants de l'État. Ils se sont assis sur mon canapé, l'air un peu gêné. Nous avons reçu un appel anonyme, a commencé l'homme. Un appel très alarmant. La personne disait que vous étiez en grande détresse psychologique, que vous teniez des propos incohérents, que vous étiez isolé et que vous pourriez être un danger pour vous-même. Chaque mot était un coup de poignard. Ils essayaient de me faire passer pour folle. De me discréditer totalement, de faire en sorte que plus personne ne puisse jamais me croire. C'était diabolique. J'ai pris une grande inspiration. J'ai refusé de m'effondrer. Je les ai regardés droit dans les yeux et j'ai tout raconté. Tout. L'expulsion à 18 ans, les 10 ans de silence, leur retour, le harcèlement, la tentative d'effraction, l'incident avec mon chat, les mensonges. J'ai parlé calmement, factuellement. J'ai même proposé de leur montrer les enregistrements de mes caméras. Les 2 agents sociaux se sont regardés. J'ai vu dans leurs yeux qu'ils avaient l'habitude de gérer des situations familiales complexes et toxiques. Ils m'ont cru. Mademoiselle Martin, a dit la femme avec une grande gentillesse. Il est évident que ce signalement est ce que nous appelons un signalement abusif. C'est une tentative de vous nuire. Nous voyons bien que vous êtes une jeune femme parfaitement stable et que le danger ne vient pas de vous. Ils se sont excusés pour l'intrusion. Ils m'ont assuré que le dossier serait classé sans suite, avec une note sur le caractère malveillant de l'appel. En partant, ils m'ont donné des brochures sur les associations d'aide aux victimes de harcèlement. Quand la porte s'est refermée derrière eux, je me suis effondrée. J'ai pleuré pendant 1 heure. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais des larmes de rage et d'épuisement. Ils avaient franchi une nouvelle ligne. Ils n'essayaient plus seulement de prendre ma maison. Ils essayaient de me voler mon identité, ma santé mentale, ma crédibilité en tant qu'être humain. C'est à ce moment-là que j'ai reçu un courrier recommandé. Une lettre à en-tête d'un cabinet d'avocats. En l'ouvrant, j'ai découvert l'impensable. Ils me poursuivaient en justice. La lettre de l'avocat était un chef-d'œuvre de fiction. Sur plusieurs pages, un langage juridique pompeux décrivait comment leurs droits fondamentaux avaient été bafoués. Ils m'attaquaient en justice pour rupture de l'obligation alimentaire entre ascendants et descendants. En d'autres termes, ils prétendaient que, légalement, j'avais l'obligation de les loger et de subvenir à leurs besoins. Ils demandaient au juge de leur accorder un droit de résidence dans mon appartement. C'était délirant. J'ai immédiatement appelé Maître Valois, mon avocat.
Je lui ai lu des passages de la lettre, ma voix tremblant de fureur. À l'autre bout du fil, il a laissé échapper un petit rire. Ne vous inquiétez pas, Chloé, m'a-t-il dit. C'est une procédure vouée à l'échec. C'est ce qu'on appelle une procédure bâillon. Ils n'ont aucune chance de gagner. Leur seul but est de vous épuiser, de vous faire peur, de vous vider financièrement pour que vous finissiez par céder. Je ne céderai pas, ai-je affirmé, la mâchoire serrée. Je sais, a-t-il répondu. Et nous allons nous battre. Les semaines qui ont précédé l'audience ont été un enfer. J'ai dû rassembler des preuves, des témoignages. Ma tante Sylvie a immédiatement accepté de venir témoigner en ma faveur. Madame Dubois a rédigé une attestation sur l'honneur décrivant l'appel de ma mère et confirmant mon professionnalisme et ma stabilité. J'ai fourni les rapports de police, les enregistrements vidéo, les photos de la note de menace concernant Milo. Chaque pièce du puzzle était une nouvelle blessure, une nouvelle humiliation que je devais revivre. Le jour de l'audience, la salle du tribunal semblait froide et impersonnelle. Mes parents étaient assis de l'autre côté, avec leur avocat, un homme à l'air las qui semblait regretter d'être là. Ma mère portait une tenue sobre, essayant de se donner l'air d'une pauvre victime. Mon père fixait le vide, le visage fermé. Quand l'audience a commencé, leur avocat a débité un discours pathétique sur le devoir des enfants envers leurs parents vieillissants. Puis ce fut au tour de ma mère de parler. Elle s'est levée et, avec des larmes de crocodile coulant sur ses joues, elle a raconté au juge comment ils avaient tout sacrifié pour moi. Nous lui avons payé des études, nous l'avons nourri, habillé, a-t-elle sangloté. Et aujourd'hui, alors que nous avons tout perdu, elle nous ferme sa porte au nez. Quel genre de monstre fait ça à ses propres parents? La salle était silencieuse. J'ai senti le regard du juge se poser sur moi. J'ai cru que j'allais vomir. Puis Maître Valois s'est levé. Calmement, méthodiquement, il a démonté leur récit, pièce par pièce. Madame, a-t-il commencé, vous dites avoir tout sacrifié. Pouvez-vous expliquer à la cour pourquoi vous avez mis cette même fille à la porte le jour de ses 18 ans, sans un sou, la laissant livrer à elle-même? Ma mère a balbutié, surprise par l'attaque directe. C'était pour lui apprendre la vie. Une leçon de vie qui l'a conduite à dormir dans des foyers, a-t-il poursuivi. Il a ensuite présenté les preuves, une par une. Le rapport de police pour la tentative d'effraction. Les photos. Il a fait écouter un court extrait audio de la caméra où l'on entendait mon père hurler au serrurier de faire son travail. Il a fait lire l'attestation de Madame Dubois. Enfin, il a appelé ma tante Sylvie à la barre. D'une voix claire et forte, Sylvie a décrit la personnalité manipulatrice de sa sœur, leur obsession pour l'argent et les apparences, et la manière dont il m'avait toujours traité comme un fardeau. Le visage de mes parents s'est décomposé au fur et à mesure que leur château de mensonges s'effondrait. Finalement, le juge a pris la parole. Son expression était sévère. Il s'est adressé directement à mes parents. Votre demande est non seulement rejetée, mais elle est abusive. Vous avez tenté de manipuler cette cour. Vous avez abandonné votre fille quand elle avait besoin de vous, et vous revenez aujourd'hui non pas par amour, mais par pur intérêt financier. L'audience est levée. C'était fini. J'avais gagné. En sortant du tribunal, j'ai respiré l'air frais comme si c'était la première fois. Mais en croisant le regard de ma mère dans le couloir, j'ai compris que ce n'était pas la fin. La défaite judiciaire, l'humiliation publique, ne les avait pas arrêtés. Elle les avait rendus encore plus désespérés. Et une personne désespérée est capable de tout. Après le procès, j'ai eu droit à un mois de paix relative. C'était un répit bienvenu, mais je ne me faisais aucune illusion. Je savais que le silence était suspect. Ils préparaient leur prochain coup. L'échec cuisant au tribunal les avait forcés à abandonner la voie légale. Ils allaient donc revenir à ce qu'ils faisaient de mieux, les coups bas, la destruction clandestine. Et la cible, une fois de plus, était mon travail. Ma stabilité financière. La seule chose qui me permettait de leur tenir tête. Un lundi matin, j'ai trouvé une atmosphère étrange en arrivant au bureau. Des regards fuyants, des chuchotements qui s'arrêtaient quand j'approchais. Mon cœur s'est serré. Je connaissais ces signes. Quelque chose n'allait pas. Vers 11 heures, Madame Dubois m'a de nouveau appelé dans son bureau.
Cette fois, son visage n'exprimait pas de la compassion, mais une profonde exaspération et une certaine lassitude. « Asseyez-vous, Chloé », a-t-elle dit, en me tendant une enveloppe. « Ceci est arrivé au service des ressources humaines ce matin. C'est une lettre anonyme. » J'ai ouvert l'enveloppe, les mains moites. La lettre était tapée à l'ordinateur, pour ne pas qu'on reconnaisse l'écriture. Elle était adressée à la direction de l'entreprise. Elle m'accusait de vol. Le texte était précis, détaillé, et absolument diabolique. Il affirmait que j'utilisais ma position pour détourner des petites fournitures de bureau, que j'arrondissais mes notes de frais, et, le pire de tout, que j'avais été vu en train de prendre de l'argent dans le portefeuille d'une collègue. C'était un tissu de mensonges, mais c'était écrit de manière si convaincante que cela semait le doute. « C'est faux », ai-je murmuré, en sentant les larmes monter. « C'est absolument faux. »« C'est eux. »« Je le sais, Chloé », a dit Madame Dubois en se frottant les tempes. « Le problème, ce n'est pas que je vous crois ou non. Le problème, c'est que les RH ont reçu une accusation formelle. Selon le protocole de l'entreprise, ils sont obligés de lancer une enquête interne. Une enquête. Cela voulait dire des interrogatoires. Des regards suspicieux de mes collègues. Ma réputation, que j'avais mis des années à construire, allait être traînée dans la boue. Même si j'étais innocentée, la tâche resterait. « Je suis désolée, Chloé », a poursuivi ma patronne. « Je vais faire tout mon possible pour que cette procédure soit rapide et discrète. Je vous soutiens à 100%. Mais je dois être honnête avec vous, votre situation familiale est en train de devenir un problème pour l'entreprise. Pas à cause de vous, mais à cause de leur harcèlement incessant. Ils ne s'arrêteront jamais. » Ces mots, bien que bienveillants, ont eu l'effet d'un coup de poing dans l'estomac. Elle avait raison. Ils ne s'arrêteraient jamais. Ils continueraient à me pourrir la vie, à attaquer chaque pilier de mon existence jusqu'à ce que tout s'effondre. Ce jour-là, en rentrant chez moi, j'ai senti quelque chose se briser en moi. L'épuisement. La lassitude de devoir constamment me battre, me justifier. J'ai regardé mon appartement, ma forteresse. Mais ce n'était plus une forteresse. C'était une prison. J'étais assiégée, et les murs se refermaient sur moi. J'ai envisagé de démissionner, de déménager dans une autre ville, de changer de nom. De fuir. L'idée était tentante. Disparaître et tout recommencer, loin d'eux. Mais alors, en regardant Milo qui se frottait contre mes jambes, en pensant à Madame Dubois qui me soutenait, à tante Sylvie qui s'était battue pour moi, une autre émotion a pris le dessus sur le désespoir. Une colère froide et tranquille. Pourquoi devrais-je fuir? C'est ma vie. Mon travail. Mon appartement. J'avais gagné tout ça. Eux, ils n'avaient rien. Ils n'étaient que des fantômes du passé, des parasites essayant de se nourrir de mon bonheur. Ce soir-là, en regardant mon reflet fatigué dans le miroir de la salle de bain, j'ai pris une décision. Une décision finale. J'en avais assez de réagir. J'en avais assez de me défendre. Il était temps de contre-attaquer. Il était temps de mettre un terme à cette guerre, une bonne fois pour toutes, et selon mes propres conditions. Ma décision était prise. Plus de peur, plus de fuite. Je devais les affronter directement, mais pas sur leur terrain. Sur le mien. Je n'allais pas les appeler, cela leur aurait donné un sentiment de pouvoir. J'ai choisi une méthode plus froide, plus impersonnelle. J'ai envoyé un simple SMS à ma mère, sachant qu'elle le montrerait à mon père. Rendez-vous demain à 14h au café Bellecour, sur la place. Soyez là. C'est la dernière fois que nous nous parlerons. Si vous ne venez pas, mon avocat déposera plainte pour harcèlement et diffamation dès le lendemain. C'était un ultimatum. Je savais qu'il viendrait. La curiosité et la peur d'une nouvelle action en justice seraient plus fortes que leur orgueil. Le lendemain, je suis arrivé au café 10 minutes en avance. J'ai choisi une table au fond, dans un coin tranquille. J'ai posé sur la table une grande enveloppe Kraft. Elle ne contenait pas de documents légaux, mais j'espérais qu'elle ferait son petit effet. J'ai commandé un café et j'ai attendu, le cœur battant, mais avec une étrange sensation de calme. C'était le calme de celui qui n'a plus rien à perdre. Ils sont arrivés à l'heure. Ils avaient l'air usés.
Ma mère avait maigri, ses traits étaient tirés. Mon père, autrefois si imposant, semblait voûté, diminué. Ils se sont assis en face de moi, méfiants. « Qu'est-ce que tu veux encore » a attaqué ma mère, sans même un bonjour. J'ai pris une gorgée de mon café. J'ai posé ma tasse lentement. Je les ai regardés droit dans les yeux, l'un après l'autre. « Je veux que ça s'arrête », ai-je dit d'une voix posée, sans émotion. Tout. Les appels, les mensonges, les lettres, les visites. Tout. Ma mère a ricané. Et pourquoi on ferait ça? Tu nous dois bien ça, après nous avoir humiliés au tribunal. Je ne vous dois rien, ai-je répondu. C'est vous qui avez une dette envers la société. J'ai tapoté l'enveloppe sur la table. J'ai passé la matinée avec mon avocat. J'ai tout ce qu'il faut ici pour vous envoyer en prison. C'était un bluff, bien sûr. Une plainte ne les enverrait pas directement en prison. Mais dans leur état de paranoïa, je savais que le mot « prison » aurait un impact. Et j'avais raison. J'ai vu une lueur de panique dans les yeux de mon père. La plainte pour la tentative d'effraction, les enregistrements vidéo. Le témoignage du serrurier. La plainte pour la cruauté envers mon chat, avec la note que vous avez laissée comme preuve. La plainte pour le faux signalement aux services sociaux, qui est un délit. Et la plainte pour la diffamation et les fausses accusations de vol auprès de mon employeur. Mon avocat estime qu'avec tout ça, vous risquez non seulement une très grosse amende, mais aussi une peine de prison avec sursis, qui pourrait devenir ferme si vous recommencez. Je les ai laissés digérer l'information. Le silence s'est installé. On n'a pas d'argent pour payer une amende, a balbutié mon père. C'était la première fois que je l'entendais admettre sa détresse. C'est votre problème, pas le mien, ai-je dit froidement. Mais je suis prête à ne pas déposer cette plainte. À une seule condition. Ma mère m'a regardé, les yeux plissés. Laquelle? Vous allez signer un document. Un accord légal, rédigé par mon avocat. Dans cet accord, vous vous engagez à ne plus jamais, sous aucun prétexte, me contacter. Ni par téléphone, ni par courrier, ni en personne. Vous vous engagez à ne plus jamais parler de moi à qui que ce soit, ni à mon employeur, ni à la famille. Vous vous engagez à disparaître de ma vie. Définitivement. Tu ne peux pas nous demander ça, s'est écriée ma mère. Nous sommes tes parents. Non, ai-je dit, et ma voix s'est brisée un instant. Vous êtes mes géniteurs. Mes parents, je ne les ai jamais vraiment connus. Des parents, ça protège. Ça aime. Ça ne détruit pas. Je me suis levée. Mon avocat vous enverra les documents demain. Vous avez 48 heures pour les signer et les renvoyer. Si je ne les ai pas reçus à temps, la plainte partira. C'est votre dernier choix. La paix ou la guerre. Mais sachez-le, si vous choisissez la guerre, cette fois, je la gagnerai. Sur ces mots, j'ai tourné les talons. Je n'ai pas attendu leur réponse. En sortant du café, j'ai senti le poids de 10 années de souffrance commencer à se soulever de mes épaules. Je ne savais pas s'ils allaient signer. Mais pour la première fois, je n'avais plus peur. J'avais repris le contrôle de ma propre histoire. Les 48 heures qui ont suivi ont été les plus longues de ma vie. J'ai essayé de travailler, de vivre normalement, mais une partie de mon cerveau était en état d'alerte maximale, attendant le verdict. Allait-il signer? Ou allait-il, dans un dernier acte d'orgueil destructeur, choisir la confrontation? Chaque fois que mon téléphone sonnait, mon cœur faisait un bond. J'ai fini par le mettre en mode silencieux. La nuit, je faisais des rêves agités, revivant les confrontations, les trahisons. Je savais que j'avais fait ce qu'il fallait, mais la tension était presque insoutenable. Le deuxième jour, en fin d'après-midi, mon avocat m'a appelé. Chloé, c'est Maître Valois. Je voulais juste vous informer que j'ai reçu l'enveloppe. Les documents sont signés par vos 2 parents. Un souffle que je ne savais pas retenir s'est échappé de mes poumons. C'était fini. Vraiment fini. J'ai remercié mon avocat, la voix étranglée par l'émotion. Quand j'ai raccroché, je me suis assise sur mon canapé et j'ai pleuré. Mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de rage ou de tristesse. C'étaient des larmes de libération.
Le poids énorme que je portais sur mes épaules depuis si longtemps venait enfin de disparaître. Ce soir-là, j'ai commandé ma pizza préférée, j'ai ouvert une bonne bouteille de vin, et j'ai célébré ma liberté avec le seul être qui ne m'avait jamais trahi, mon chat, Milo. Bien sûr, tout n'est pas devenu parfait du jour au lendemain. Il y a eu des conséquences. Certains membres de la famille, endoctrinés par les mensonges de ma mère, ont continué à me considérer comme un monstre. J'ai reçu quelques messages haineux. Au début, j'ai essayé de leur expliquer, puis j'ai compris que c'était inutile. J'ai donc fait le ménage. J'ai bloqué les numéros, j'ai supprimé les contacts. C'était douloureux, comme une amputation. Mais c'était nécessaire pour ma survie. J'ai compris que le sang ne fait pas la famille. La loyauté, le respect, l'amour, voilà ce qui fait une famille. Et j'en avais une. Une petite famille, choisie et précieuse. Ma tante Sylvie, avec qui je parle maintenant toutes les semaines. Madame Dubois, qui est devenue plus qu'une patronne, une véritable mentor. Mes amis, qui m'ont soutenu sans jamais me juger. C'était ça, ma vraie famille. Mes parents ont disparu. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Parfois, la nuit, je me demande s'ils sont dans un motel, s'ils ont trouvé un petit logement, s'ils regrettent. Mais cette pensée ne dure jamais longtemps. Je ne leur souhaite pas de mal. Je ne leur souhaite rien du tout. Ils sont devenus des étrangers pour moi, des fantômes d'une autre vie. J'ai retrouvé la paix. Le simple fait de rentrer chez moi le soir sans angoisse, de savoir que personne n'allait violer mon espace, est un luxe que je savoure chaque jour. Mon travail est redevenu un lieu d'épanouissement. L'enquête interne a été rapidement bouclée et mon nom a été totalement blanchi. La confiance de Madame Dubois et de mes collègues est revenue, plus forte qu'avant. J'ai appris une leçon difficile. Parfois, l'acte le plus courageux et le plus aimant que l'on puisse faire pour soi-même est de couper les ponts. De dire « stop ». De choisir sa santé mentale et sa paix intérieure plutôt que de maintenir des liens toxiques sous prétexte que « c'est la famille ». Les gens disent souvent que la famille, c'est sacré. Que le sang est plus épais que l'eau. Mais parfois, pour survivre, il faut savoir s'éloigner des eaux empoisonnées. Parfois, pour sauver sa propre vie, il faut avoir le courage de brûler les ponts et de ne jamais regarder en arrière. Mon histoire est une histoire de survie, de résilience, et finalement, de libération. La famille ne devrait jamais être une source de douleur ou de peur. La vraie famille, qu'elle soit de sang ou de cœur, est un refuge. C'est être là l'un pour l'autre, dans le respect, la gentillesse et l'amour inconditionnel. Si quelqu'un, même un père ou une mère, vous prouve constamment qu'il ne mérite pas sa place dans votre vie, vous avez le droit de fermer la porte. Vous avez le droit de vous choisir. Cette histoire est la mienne, mais je sais, au fond de moi, que je ne suis pas la seule à avoir vécu une telle épreuve. Le harcèlement familial est un sujet souvent tabou, caché derrière les murs des maisons. C'est pourquoi votre voix est si importante. Si vous avez vécu une situation de conflit familial qui a changé votre vie, si vous avez dû faire des choix difficiles pour protéger votre paix, partagez votre expérience dans les commentaires. Racontez-nous comment vous vous en êtes sorti, ou quels conseils vous donneriez à quelqu'un qui traverse la même chose en ce moment. Vos mots peuvent être une lueur d'espoir pour une personne qui se sent seule et désespérée. N'oubliez pas de laisser un « like » sur la vidéo si mon histoire vous a touché ou vous a fait réfléchir. Votre soutien m'aide énormément. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires. Chaque récit est une fenêtre sur une vie, une leçon à apprendre. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Prenez grand soin de vous, et souvenez-vous, vous méritez d'être entouré de personnes qui vous élèvent, pas de celles qui vous tirent vers le bas.